il va falloir remplacer les pop-corn par les Doliprane. What happened here? Hasn't happened yet. Bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction à chaud, et pas des moindres puisqu'on va parler aujourd'hui du film le plus attendu de l'année. Attendu par ton petit cousin qui t'envoie des articles Combini, attendu par ta mère qui a trouvé Interstellar vraiment dément, et attendu par les salles de cinéma qui bégayent depuis 6 mois. Alors pas de panique, la vidéo est divisée en deux parties, une sans spoiler et une avec spoiler. Et quand on passera d'une zone à l'autre, vous verrez apparaître une bonne grosse alerte, mais en attendant, vous êtes tranquille. Alors oui, j'ai vu Tenet en avant-première, et qui plus est en IMAX. Pour ceux qui l'ignorent, IMAX veut dire image maximum et offre une expérience décuplée par une meilleure résolution et une plus grande taille. Je sais, c'est pas la taille qui compte, mais elle y contribue. Pour l'anecdote, j'étais assis à une rangée derrière Gaspard Noé, et rien que de voir un film de Nolan reflété dans son crâne chauve, c'est déjà une expérience en soi. Pour tout ça, un immense merci à l'équipe presse Warner Bros. Bon allez, sans plus tarder, focus sur Tenet de Christopher Nolan. Christopher Nolan est ce qu'on peut appeler un réalisateur de blockbuster intelligent. Des films à gros budget qui utilisent l'action au service d'une réflexion, souvent autour de notre rapport à la réalité. Sorti en 2000, Memento est devenu culte. Le Prestige et The Dark Knight sont des références, Inception le fait entrer dans la pop culture, et en 2014, Interstellar achevait d'en faire une rockstar. C'est avec son dernier film, Dunkerque, que Nolan a le plus divisé avec son parti pris radical. Mais il n'empêche qu'il se place en tête des réalisateurs préférés de la jeune génération, et dans le contexte actuel où les salles de cinéma souffrent et où les blockbusters sont décalés, voire annulés, c'est peu dire que le film est attendu. En décembre 2019, on découvrait une bande-annonce énigmatique très nolanienne, mélangeant action et rupture temporelle, dialogue explicatif et musique grandiloquente. Avec ce pitch, muni d'un seul mot, et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un renversement temporel. Temporel. Le mot Tenet est un palindrome, un mot que l'on peut lire dans les deux sens. C'est donc avec très peu d'éléments concrets mais avec une grande attente que la salle s'est éteinte et que je découvrais le film. Vous savez qu'on allait avoir 2 films James Bond cette année? Car oui, la première chose qui saute aux yeux, c'est ce qu'il emprunte à cet univers. Des costumes de luxe aux accessoires, grappins et hors-bord, tout est fait pour renvoyer au code de la saga 007. Une ambiance qu'on retrouvait déjà un peu dans Inception et notamment dans les scènes de la neige, mais qui là s'empare totalement du film. Il y a de grosses scènes d'action parfaitement immersives, mais malheureusement parfois gâchées par un manque de clarté dans les tenants et les aboutissants. Car très vite, on se rend compte que le film est très compliqué. Une abondance de noms mêlés à des organisations, des produits chimiques, et le tout parsemé de Tenet, qui, vous l'avez compris, permet d'inverser le temps. En gros, les actions commencent par la fin, les conséquences arrivent avant les causes. Autant vous dire qu'il va falloir bien s'accrocher pendant la séance pour ressortir avec une compréhension minimum du film, et très honnêtement, c'est la première fois que je me dis là, c'est trop. Vraiment, hein, c'est trop. La photographie de Hoyte van Hoytema, à qui on doit Her, Spectre, Ad Astra ou encore Interstellar et Dunkerque du même réalisateur, est propre mais limitée par la mise en scène très pragmatique de Nolan, qui au vu de son sujet est plus obnubilé que jamais par l'envie voire la nécessité de tout rendre informatif. En gros, tous les plans, les dialogues, la lumière, les effets, tout est là pour véhiculer de l'information. C'est quelque chose de très présent dans son cinéma, mais avec Tenet, ça semble pousser à l'extrême. Et on se retrouve avec le phénomène inverse. Au lieu de tout comprendre, on est noyé par le flot d'informations à décoder et on ne comprend plus rien. Et si au moins c'était au service de quelque chose de plus profond qu'on allait comprendre après, et vous allez voir, pas vraiment. Au passage, la musique est présente sans être spécialement marquante. On est loin des mélodies inoubliables de Hans Zimmer. Mais Ludwig Göransson, qui était le seul élément positif de la série The Mandalorian, offre aux scènes d'action toute l'intensité qu'elle mérite. L'acteur John David Washington, fils de Denzel, tient le film sur ses épaules, accompagné de Robert Pattinson, avec qui il forme un duo génial. C'est peut-être le point le plus positif du film, et quand j'essaye de repenser à ce que j'ai aimé, c'est vraiment leur visage qui apparaît en premier. Et à l'opposé, on retrouve Kenneth Branagh en antagoniste, l'archétype un peu trop basique du méchant de James Bond. Et là, vraiment, l'acteur est aussi crédible que lorsqu'il réalise des films. À côté, si vous voulez, la mort de Cotillard dans Batman, c'était Al Pacino dans Le Parrain.
Et forcément, pas de film réussi sans antagoniste réussi. Je me demande vraiment comment on peut avoir un méchant aussi insipide alors qu'on a écrit l'un des meilleurs méchants de l'histoire du cinéma. En vrai, je pense avoir la réponse, mais ce sera dans la partie spoiler. Bon, à la décharge de Kenneth Branagh, c'est plus l'écriture des personnages qui pose le plus problème. Et surtout avec celui d'Elizabeth Debicki, qui se voudrait vecteur d'émotion, mais qui souffre du même symptôme que tous les autres personnages du film. Le réalisateur est avare en informations à leur sujet, et ils manquent tous d'épaisseur. On ne sait rien d'eux si ce n'est leur objectif. Par exemple, le personnage principal n'a même pas de nom, on l'appelle le protagoniste. C'est un mauvais réflexe que Nolan avait déjà exploité dans Dunkerque, où tous les personnages n'avaient aucune histoire, aucun passé. Sauf que dans Dunkerque, ça avait un sens. L'idée c'était de dire que face à la guerre, seule la survie comptait. Peu importe d'où on venait ou qui on était, c'était la merde pour tout le monde. Et d'ailleurs, même avec la cohérence du concept, c'est déjà ce qui m'avait dérangé avec Dunkerque. Bref, un manque de profondeur dans les personnages qui découle malheureusement sur l'ensemble du film. Et on sort de la séance en se demandant tout ça pourquoi. Je pensais que l'aspect James Bond était un prétexte pour exploiter une nouvelle réflexion sur le temps, et finalement j'assiste à un film d'espionnage, ni plus ni moins, qu'on a voulu rendre compliqué par un pouvoir spécial, mais qui n'a pas grand intérêt. Tout ce qui est simpliste demandait plus de profondeur, et tout ce qui est compliqué demandait plus de simplicité. Du coup, on est là face à un immense gâchis, une déception à la hauteur des attentes. Le concept aurait pu être fascinant s'il avait trouvé un écho profond. Le duo aurait pu être emblématique si leur relation avait été vraiment développée. Le film aurait pu être un chef-d'œuvre si l'on n'avait pas retiré de l'équation profondeur, émotion et clarté. Comme je vous disais, je crois avoir compris l'origine de tous ces problèmes, mais pour ça, il va falloir rentrer dans le détail et donc dans la zone de spoil. Mais avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Vous pouvez aussi activer la cloche pour ne rien manquer. Mettez un j'aime et partagez, ça fait toute la diff. Et suivez-moi sur Instagram pour votre dose quotidienne de cinéma, entre actualité, débats et photos d'archives. Spoiler sa mère, même si toutes les critiques c'est du spoil, mais là encore plus. La représentation la plus emblématique de tous les problèmes cités plus tôt, le manque de clarté et de profondeur, c'est la scène d'ouverture. Une scène qui prend des allures de celle de The Dark Knight, avec un chemin parcouru sous pression par des personnages qui se trahissent finalement les uns après les autres, sauf qu'on ne retrouve ni la structure simple et efficace de Batman, ni l'émotion qu'elle suscite. À l'ouverture de The Dark Knight, tout est posé. L'intelligence machiavélique du Joker et la promesse d'un film marquant. Dans Tenet, on assiste à une prise d'otage dans un opéra par des terroristes cagoulés. Intervient alors une milice masquée. L'attention est portée sur le protagoniste, dont on ne voit que les yeux derrière le masque à gaz, technique permettant de souligner le regard que Nolan aime beaucoup utiliser dans ses films et notamment avec Tom Hardy. L'intervention débouche sur l'enlèvement d'un haut dirigeant, mais en fait non. Le protagoniste est lui-même capturé et se retrouve sur une voie de chemin de fer où il se fait torturer, mais en fait non. On lui a arraché la bouche mais on lui a remis, parce que tout ça c'était juste pour le tester. Vraiment. Et déjà, dès l'ouverture, on découvre une envie de complexifier à outrance ce qui pourrait être simple, tout en se passant d'émotions. Et d'ailleurs, on entrevoit pour la première fois le Tenet, mais qui ne sert absolument pas dans la scène, et il sert finalement pas plus qu'au film entier. C'est un gadget, un pouvoir. Toutes les erreurs, toutes les incohérences, tous les défauts sont déjà là sous nos yeux dès les premiers instants. Trop de flou sur des zones qui ne devraient pas l'être, qui parasitent complètement notre expérience, et qui s'accumulent au lieu de disparaître à mesure que le film avance. Car au-delà du concept de Tenet, dont l'origine et l'intérêt restent extrêmement troubles et franchement compliqués, on retrouve une mission et ses détails qui le sont tout autant, troubles et compliqués. Du coup, les détails compliqués concernant l'intrigue se mêlent aux détails compliqués concernant le concept. Et vous imaginez bien que ça crée un immense bordel. Pour que vous compreniez, on va prendre l'exemple de ces précédents films, qui lorsque le concept était complexe, l'intrigue ne l'était pas. Par exemple, Inception consiste à déposer une idée dans l'esprit de quelqu'un qui rêve, c'est le concept, et l'intrigue consistait à pratiquer une Inception. Tout était lié. C'était la force de ces précédents films et c'est de là que venait la clarté. Et là, on touche au cœur du problème, la différence entre complexe et compliqué. Un film complexe, c'est un film devant lequel il faut s'accrocher, mais à la fin de l'expérience, on ressort avec une lecture suffisamment claire pour qu'elle soit satisfaisante. Inception est complexe, Interstellar est complexe, Tenet est compliqué. C'est trop. Ça dépasse l'intrigant ou le mystérieux pour céder sa place à un excès assommant. Et le pire, c'est que tout ça, pourquoi ? Pour pas grand-chose. Pas de grande réflexion philosophique, pas de regard sur l'humanité, et même pas d'émotion. Dans Inception, Nolan vulgarise le rêve et la réalité afin de nous offrir une réflexion sur notre approche du réel. Dans Interstellar, il vulgarise le voyage spatial pour créer un drame intime aussi émouvant que métaphysique. Mais dans Tenet, il crée un bousculement de temporalité pour... je sais pas. Vraiment, je vous jure, je sais toujours pas.
Et quand vous aurez vu ce film, je veux que vous m'expliquiez à quoi sert le Tenet. De quoi parle le film réellement? Est-ce qu'il va plus loin à vos yeux qu'un simple agent qui doit sauver le monde? Je vous jure, c'est terrible, mais je n'ai rien retenu de plus que le pitch de base en fait. Des agents secrets en mission pour sauver le monde. Et le concept n'apporte rien. Il ne trouve jamais de quelconque résonance. D'ailleurs, il devient important assez tard dans le film, à peu près à la moitié. Et c'est frustrant parce que ça aurait pu être génial s'il avait été lié à des enjeux plus marqués et personnels. Mais là, il n'est ni particulièrement métaphysique, ni ne fait écho à un quelconque thème. Et d'ailleurs, parlons-en des thèmes. S'il vous plaît, quand vous l'aurez vu, parlez-moi des thèmes de ce film. Et n'osez pas me dire l'amour. Parce que vous y croyez à la relation entre le protagoniste et Catherine? Vous la trouvez profonde et justifiée? Sérieusement? Vous pouvez m'expliquer ce qui fait qu'il la manipule dans un premier temps, pour sauver le monde, et qu'à un moment, elle devienne plus importante que la mission, sans que rien ne se soit vraiment passé entre eux. Et puis me parlez pas de parenté, Vous voulez me parler de parenté? Vous êtes vraiment ému par la relation entre la mère et son fils, là? Le fils qu'on voit jamais pendant le film entier? Pourquoi on le voit pas du tout? Pourquoi cette relation, elle n'existe pas dans le film? Et puis alors l'amitié? Parce qu'en plus, le duo d'acteurs aurait pu donner une amitié magique et émouvante, c'est sûr. Mais non. On a juste le droit à la fin à Neil qui dit au protagoniste genre tu verras, on va vivre une belle histoire d'amitié. Et nous, c'est quoi cette idée de merde? On peut pas voir nous? Pourquoi nous enlever le plaisir de vivre ce qui aurait été l'essence du film? On n'est pas des robots, bordel. On n'est pas des calculatrices. On a un cœur nous, Christopher. Feel it. Et voilà le second gros problème du film. Toutes ces relations n'existent qu'en hors-champ. Toutes les émotions, toute la richesse, tout ce qui donne du charme à un film est en hors-champ. Qui est le protagoniste? Quel est son passé? Quels sont ses besoins? Quel est son désir? Je veux dire autre que sauver le monde. Et puis qui est l'antagoniste? Qui il est vraiment? C'est juste un gars qui veut détruire le monde parce qu'il va mourir, alors les autres doivent mourir avec lui. C'est vraiment ça le scénar quoi. Et on dirait que Nolan a oublié la règle numéro 1 du cinéma. Montrer et ne pas dire. Et pourtant il y a tant de choses qui passent par les dialogues, comme cette pseudo-amitié justement. Et ça gâche d'ailleurs complètement le sacrifice final. On entrevoit la beauté intellectuelle, mais on ne la ressent pas. Et Nolan a oublié d'allier le cerveau au cœur. Chose qu'il réussissait tellement bien à faire dans ses précédents films. Feel it. Et ça m'amène à une réflexion, peut-être la raison ultime de son échec, parce que pour moi l'œuvre idéale c'est celle qui réussit à concilier le cœur et l'esprit. C'est un équilibre. Et bien figurez-vous que Christopher Nolan a écrit seul Tenet et Dunkerque. Or très souvent par le passé il s'est entouré de scénaristes et notamment de son frère. Et si vous regardez bien, ses meilleurs films, les plus riches, sont ceux qu'il a écrits avec son frère. Christopher Nolan sans Jonathan Nolan, c'est donc la division d'un tout complémentaire qui crée un déséquilibre insatisfaisant. C'est Liam Gallagher sans Noel Gallagher, le yin sans le yang, c'est le cinéma sans Focus Ciné. Pour conclure, je dirais que Tenet est un film d'espionnage irréprochable techniquement, qui propose une ambiance charmante et mystérieuse, notamment grâce à son duo d'acteurs, mais qui ne parvient jamais à conquérir par manque de profondeur, de clarté et d'émotion. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à y voir un peu plus clair. Je me demande vraiment ce que vous allez penser parce que exprès j'ai lu aucune critique avant d'écrire la mienne. Donc voilà, cette réaction à chaud est absolument sincère et personnelle. Et il est possible que je sois le seul à penser ça et que je sois passé complètement à côté, c'est possible. En tout cas, j'ai hâte d'en débattre avec vous en commentaire. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Vous pouvez aussi activer la cloche pour ne rien manquer. Mettez un j'aime et partagez, ça aide à exister au milieu de cet océan infini de contenu vidéoludique. Et puis suivez-moi sur Instagram pour votre dose quotidienne de cinéma, entre actualité, débats et photos d'archives.